Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de The Call. J'ai aucune idée de la combienième émission c'est. On est à la 12-2. C'est la 12e émission. Et bon, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, on s'en excuse. Et il s'avère que vous avez loupé une émission passionnante. C'était un grand débat sur la réforme et sur la sélection. Mais voilà, Audacity nous a fait une charmante surprise. Et tout a été squeezé, c'est pas grave. Et là on va reprendre tranquillement. Et vous êtes sans doute actuellement à l'émission la plus tranquille depuis le début de l'année, vu qu'on est... on est 5 dans le studio et en plus des gens qui n'ont pas l'habitude de parler, donc mais c'est pas grave, on va faire l'émission quand même tranquillement. Moi de toute façon j'ai envie de parler, donc voilà. Et avant de commencer, je fais un petit tour des personnes qui sont présentes, même si elles vont pas forcément beaucoup prendre la parole. Il y a Axel de TES2 qui est venu jeter un petit coup d'œil, contrôler que l'argent était bien dépensé, tout ça. Bienvenue. Bienvenue à vous. En effet, voilà. Je contrôle le flux monétaire. Au sein de la radio du lycée Charles de Gaulle. Bah heureusement que t'es là. Et si jamais il se fait chier, il prendra la parole pour nous faire une chronique sur la politique, sur quoi que ce soit, non? Non, peut-être, non? Peut-être, on verra. Oh, on verra. À sa gauche, il y a Benjamin. Bonsoir. T'es déjà passé Je suis jamais venu. Non, je voulais venir, depuis le début je veux venir, mais le lundi soir j'ai pas le temps. Voilà. J'ai le temps. Et il est en TS 1, 2, 3. En 2, en TS2. TS2. Bah je suis back avec Maxime. Ouais, c'est bon. On n'en parle pas trop. Tu la pas trop non plus. Voilà. Et il est un peu dans le méta d'Axel, c'est-à-dire qu'il a deux doigts de faire une chronique, mais il faut encore l'impulsion pour se lancer. Oh si, je pense que je vais faire. Aucun renseignement, donc c'est de la pure improvisation. Je vais trouver la volonté, je pense que vous parlez de Metallica. Ah d'accord, bon bah Benjamin ça y est s'engage, il va nous faire une petite chronique sur Metallica, ce qui est pas surprenant. Le lien entre Benjamin et Metallica est assez clair, si vous avez déjà fait un camping à Utah avec lui. Voilà. À ma droite, il y a Tancred. Bonjour. Il faudra censurer le molar. Hein. Donc à ma droite, il y a Tancred. Bonjour. Ça va? Bah écoute, oui. T'as ta première chronique aujourd'hui? Ouais, fait un peu à l'arrache. Je vais voir ce que ça donne. D'accord. Je sais pas si je dois dire ça, mais c'est pas tu grave. vas nous parler d'histoire. Oui, d'histoire, d'un truc de fait méconnu. Mieux dit. Le fait anecdotique, c'était ce que faisait Clément Normand l'année dernière. Ah, il regardait les vidéos de Trash, il recopiait le script de Trash et il répétait tout. Et c'était très bien. Ouais, c'était sympa. Je vais peut-être faire ça à l'avenir. Parce que... D'accord. Trop de boulot sinon. Trash. Non, c'est aucune originalité, aucune personnalité. Non mais. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire non. La chaîne YouTube Trash. Oui. Ah, ouais. Genre il regardait sur internet le script, il recopiait tout et il faisait genre que c'était lui et tout. Excellent. Excellent. C'est le traître. Et bon, il y a moi. Plagiat. Qui me suis remis de ma grippe, au cas où vous vous inquiétez de pourquoi j'étais pas là. Oui. Et quand je suis pas là, il y a pas de radio apparemment, ça m'a énormément déçu. Mais non, on était 3. Ils sont perdus sans toi, Maxime, ils sont perdus. C'est normal, le leader suprême. Non, quand Amaury est là, ça va. On va se calmer quand même. Et il y a Hugo Adam. Bonjour. Qui cherche désespérément à faire ses chroniques. Qui est le DJ. La place. Le DJ de la radio. Effectivement, qui gère la table de son. Et je pense qu'on va commencer tout de suite par un truc un peu précis que j'ai en tête, c'est-à-dire que... Bon, un petit jingle, et je vous explique tout de suite après. Donc, à Charles de Gaulle, vous avez dû le remarquer, mais jeudi, on a eu un petit blocus des familles. Alors les blocus, qu'on soit pour ou contre la réforme, c'est des trucs que j'adore, parce que c'est des espaces de débat et d'échange, malgré ce que peuvent en dire certains. Le fait qu'il n'y ait pas cours et que les gens soient forcés de se les peler dans le froid, ils finissent par parler et ça crée des beaux échanges. Donc moi, j'ai squatté un petit peu à Charles de Gaulle devant, j'ai mis de la musique, et puis à un moment, je me suis dit... ça serait pas mal d'aller à Malherbe pour interviewer les gens sur le blocus. Donc j'ai pris le micro de la radio et je suis allé interroger quelques personnes. Et je pense que je vais vous faire une sélection des quelques moments d'interview et que je vais les diffuser dans la radio parce que il y a quelques petits trucs intéressants. Voilà, je vous laisse avec ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bah oui, moi je m'appelle Zoé et je suis en terminale ES au lycée Malherbe. Pourquoi participez-vous à ce blocus? Pour le blocus, j'y participe parce que déjà je suis en accord avec ce que le blocus demande et que je pense que c'est un moyen, si ce n'est efficace, je dirais intéressant dans le sens que même s'il y a tous les problèmes comme quoi c'est pas démocratique, etc. Finalement, si on veut avoir un minimum de visibilité, déjà que le gouvernement n'a rien à faire, c'est bien par un blocus, le fait que tous les lycées, pas tous les lycées de France, mais qu'une bonne partie des lycées de France bloquent au même moment, un même jour, je trouve que c'est un des seuls moyens qui ait assez de violence mais qui soit pas physique pour nous montrer quoi. Pourquoi préférer le blocus à la manifestation? Je dirais que les deux sont intéressants mais pas pour les mêmes
mêmes choses. C'est-à-dire que si là le lycée partait en manif, il y aurait quand même cours et ce serait juste des gens de plus à une manif. Alors que quand un lycée est bloqué et qu'il y en a plusieurs dans une ville qui bloquent et qu'il y a une manif en plus, c'est comme... du coup c'est plus qu'un seul mouvement, c'en est plein qui sont reliés. Et en termes de visibilité et du coup de nombre d'actions, c'est beaucoup plus important. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, histoire que tout soit clair? D'accord, moi je m'appelle Louis Maillet et je suis en L1 de mécanique à Caen là. Léonard Coutances en L1 d'histoire à Caen aussi. Pourquoi participer à ce blocus? En fait, non, au début je participe pas. On essaye de convaincre les gens que c'est une très mauvaise idée en fait leur blocus, et de les convaincre d'abandonner en fait. D'accord. Vous êtes le mouvement contestataire en fait. Pas forcément contestataire, en fait on essaye de réfléchir, de voir tous les arguments et de voir une conclusion en fait. Et là on voit que c'est un projet de loi. On voit pas beaucoup d'arguments du côté des bloqueurs et du coup on essaye de faire pencher la balance et les rediriger vers la raison quoi. Qu'est-ce qui défaille dans l'argumentation des bloqueurs? Le fait que ce qu'ils demandent en fait c'est le truc de l'orientation de lycée, c'est juste un projet de loi en fait, il n'y a rien de concret pour l'instant, c'est juste l'État qui a dit ouais on va peut-être changer ça. C'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que les bloqueurs se plaignent de choses qui ne sont pas forcément des réalités en fait. Étant un projet de loi, il n'y a rien d'écrit de définitif pour l'instant et en fait on ne sait pas dans ce qui est dans le projet de loi actuel ce qui sera réellement voté et donc en gros c'est un blocus qui se plaint contre quelque chose qui n'existe même pas en fait. D'accord. Et donc du coup n'existant même pas on peut se plaindre de ce qu'on veut, comme par exemple je sais pas, il y a plein de trucs décrits comme par exemple le fait que les bacs technologiques ne seront pas admis à la fac ou par exemple le fait que des gens puissent être refusés à la fac alors que c'est tout à fait illégal d'être refusé à la fac. On peut pas en France, à partir du moment où on a un baccalauréat quel qu'il soit, être refusé dans une faculté. Et même ce qui existait les années précédentes avec post-bac, si on était refusé dans une licence, suffisait d'envoyer une lettre directement en rappelant à la fac ses droits de citoyen qui a le bac, et la fac ne pouvait légalement pas nous refuser. Donc en fait là, les gens se plaignent contre des choses qui n'existent même pas en fait, c'est totalement stupide. Comment vous argumentez contre les gens qui renient votre blocus? Je peux le comprendre parce que déjà du coup c'est vrai qu'on bloque notamment des gens soit qui sont pas d'accord, soit qui sont pas au courant avec de nos revendications, donc forcément eux ils se sentent pas forcément concernés et on les empêche de bâcher, c'est une réalité. Du coup je peux comprendre que ça les fasse chier parce qu'on les bloque alors que eux sont pas pour cette cause là et il y a un moment je pense que c'est un mal pour un bien. Si il s'agit de choses qui n'existent pas, on va devoir s'éloigner un peu du concret et si on parle de principe, est-ce que vous êtes sur le principe contre la sélection? Non, sur le principe je suis pour la sélection dans le sens où à la fac il y a tellement de putains de gens, et étant à la fac moi-même je m'en rends très bien compte, il y a une putain de flopée de gens qui arrivent juste parce qu'ils avaient nulle part ailleurs où aller, et qu'en fait ils savent absolument pas ce qu'ils foutent à la fac, ils sont pas là spécialement parce que ils aiment ça, juste parce qu'ils avaient putain de rien à foutre d'autres, comme par exemple tout un tas de gens qui sortent de bac pro qui n'avaient plus de place en BTS à cause de tous les bacs généraux qui prennent la plupart des places et qui se retrouvaient du coup par défaut à la fac alors qu'ils n'ont absolument rien à y faire, que les gens n'ont absolument jamais appris à faire une dissertation et qui se retrouvent à la fin à leur partiel, on leur demande de faire une dissertation pendant 3-4 heures et les mecs n'ont aucune idée de comment faire un plan de dissertation, donc ils n'ont littéralement pas leur place ici. On est dans un non-sens total. Je peux tout à fait commenter si vous le désirez. J'ai moi-même bloqué il y a 2 ans de cela, ici même à Malherbe. Bon, la situation certes a changé, le combat n'est pas le même, mais l'énergie, je dirais la dynamique est assez semblable et c'est assez rafraîchissant, ça fait plaisir de voir que ça bouge. Et donc, pourquoi bloquer le lycée Malherbe aujourd'hui? On bloque complètement déjà parce qu'on va dire que les problèmes principaux du moins c'est pour l'avenir de tous les lycéens, même collégiens, même primaire actuellement aussi, pour tous les élèves, enfin pour tout le monde, pour la jeunesse en général. Et du coup on voudrait rendre ça meilleur quoi, enfin c'est pour ça qu'on bloque. Notamment parce que déjà avec la sélection ça va déjà bloquer pas mal d'accès à l'université. Et en soi l'université c'est accès pour tous. Et du coup c'est pour l'avenir de tous quoi, en fait, c'est pour que tout le monde ait accès à une éducation, un diplôme et puisse travailler tout bêtement. Très bien. Le blocus a beau se déclarer comme étant affilié à aucun parti, il est quand même politisé. Ça je suis complètement pas d'accord justement. Pour donner un exemple, juste ici il y a un tableau de vote justement pour diverses choses comme le soutien au L1, la réduction de la part du budget de l'éducation nationale dans le privé, et on peut voir que le vote oui est représenté par une croix,
ce à quoi certaines personnes ont voté en faisant des A de anarchie, des symboles ACAB, c'est-à-dire des appels au meurtre contre la police, ou encore des croix chrétiennes, ou encore des fauciers des marteaux, qui représentent le régime soviétique, qui est le régime le plus sanglant de l'histoire de l'humanité. Moi j'ai simplement voulu faire une croix gammée, voilà, parce que ça représente juste un régime meurtrier comme un autre, et on me l'a effacé. Donc niveau vote, moi je voulais juste représenter mes opinions politiques, comme d'autres le représentent avec des fauciers et des marteaux, ou des appels au meurtre, et il s'avérait qu'on me l'a effacé. Bon bah... non, c'est pas politique, visiblement c'est un mouvement de bolchevique, d'anarcho-bolchevique, et on n'accepte pas mes opinions politiques, donc non, c'est pas politique, non. Aux dépens de la manifestation, pourquoi le blocus finalement? Il y a toute une tradition lycéenne qui s'est formée autour de ça, de mon point de vue, et c'est un bon moyen de rassemblement finalement. Je veux dire, les gens sont ensemble, ils peuvent dialoguer, contrairement à ce qui se passe dans une manifestation où il y a beaucoup de bruit généralement et où la discussion et le débat sont assez compliqués. Ici au moins, il y avait même une capacité de création, parce qu'on a quand même créé plusieurs affiches sur le lieu même du blocus. On a formé la participation d'un socle de revendications communes. Et des interventions à la fois des professeurs, d'étudiants qui étaient syndiqués, qui ont permis de faire de la parité au niveau des points de vue. Et c'était super intéressant, il y a eu une initiative collective. Parce que ça nous a permis de réfléchir aux initiatives futures en fait, notamment par exemple le fait d'écrire une lettre ouverte aux élus, on a commencé à imaginer les revendications qu'on pourrait créer, donc qu'on a mis sur une affiche sur le lieu du blocus. À partir de là, on va continuer de réfléchir aux actes futurs et à comment continuer dans la dynamique de ce blocus, tout simplement. Est-ce que vous avez l'impression de développer des compétences militantes? Peut-être des compétences militantes dans le sens qu'on on a dû s'adapter au fait de bloquer un bâtiment public, ce qui ne s'improvise pas évidemment. Mais au-delà de ça, on a surtout, je pense, participé à forger quelques consciences en fait, à sensibiliser les gens à la cause publique et à vraiment établir un dialogue. Et je pense que le militantisme, il commence par là pour le coup. Mais surtout, moi, ce dont je suis heureux, c'est que certes, il y avait des membres de syndicats, des gens assez politisés, mais on a été récupéré par aucun mouvement de masse, et ça me plaît. Parce que ça nous évite une uniformisation qui peut-être aurait gâché la fraîcheur de notre mouvement. Et je pense que maintenant, en fait, on va bâtir nos propres revendications, on va entrer dans un dialogue avec les autres acteurs politiques qui partagent à peu près nos opinions, comme une bonne partie des syndicats, mais même l'enseignement et les professions publiques en général, s'ils sont conscients de la dégradation que subit le service public en ce moment. Du coup, à partir de là, je pense qu'effectivement, le militantisme peut commencer dans un blocus. Après, peut-être qu'un blocus, vu qu'il représente la jeunesse, participe à des formes plus jeunes et peut-être plus modernes de militantisme. C'est possible. Pour toi, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'était pas la première fois qu'on peut y voir une attaque à la justice sociale. Pourquoi une réaction de la part des étudiants maintenant? Très bonne question, car dès le début de l'année, en septembre, avec ce qui nous avait été promis dès l'élection, moi personnellement j'ai participé aux manifestations et j'espérais que ça allait bouger presque immédiatement, qu'il allait y avoir une levée de bouclier immédiate, et ce qui m'aurait semblé légitime, et dans la continuité de ce qui s'est passé l'année dernière, les années précédentes. Voilà, on est vraiment en état de siège social du point de vue, par rapport aux attaques de notre gouvernement notamment. Donc je comprends pas pourquoi ça bouge que maintenant. Personnellement, j'étais prêt à bouger depuis. J'attendais que ça bouge, ça me semblait cohérent que ça bouge avant. Donc si ça bouge maintenant, c'est bien, même si ça bouge. Quand ça bouge, c'est toujours bien. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi bouger tout le temps, donc je ne sais pas pourquoi spécifiquement maintenant, c'est vrai. Je ne connais pas la raison particulière de pourquoi cet instant T bouge. Bon voilà, mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu les diffuser directement pendant la radio, parce que j'aurais voulu qu'on puisse en débattre entre nous, en discuter, mais nous pouvons débattre du blocus si tu le souhaites. Bah le blocus... Le truc c'est que... Apparemment, ça ne plaît à personne, donc... Non, mais... On a déjà fait le débat. Je propose... mais ça n'a pas été enregistré, donc c'est un peu con. Ça n'a pas été enregistré. La dernière fois, on a fait le débat sur la réforme. Et le truc, c'est que moi, je suis complètement contre qu'on reparle de cette réforme, parce que quand tu passes 2 jours non-stop à parler de réforme avec tout le monde, à un moment... Au bout d'un moment, la réforme... C'est chiant. Je ne parle pas de la réforme. Mais tu parles du blocus en tant que tel. Je parle du blocus. Ah. Et de la volonté des lycéens de faire un blocus contre une réforme politique qui, en soi,
les concernés, bien évidemment, parce que ils iront à l'université probablement. Pour ceux qui n'ont pas l'argent ou pour ceux qui n'ont pas de bonnes notes, n'est-ce pas? Oui. Il jette des petits regards comme ça. Tu te sens coupable ou Non. Ok, d'accord. Mais réforme ou pas, tu vois, genre les blocus c'est des moments importants dans une vie lycéenne, tu vois. Moi je trouve c'est bien, genre moi je peux un peu déclarer mes convictions, mais la réforme j'y suis plutôt favorable dans les grandes lignes, quoi. Et oui, moi aussi. Et malgré ça, j'ai quand même soutenu le blocus parce que je trouve que c'est bien les blocus. Genre sans le blocus, j'aurais pas pu discuter avec Madame Mire. Vous vous rendez compte? La proviseure. Avec la proviseure de Charles de Gaulle. La bosse de la bosse. Ah, c'est pas accordé à tout le monde, ça. Mais c'était vraiment sympa, hein. Et Monsieur Le Vionnet m'a payé un café, franchement. Ça alors ça, par contre, c'est vraiment un gros suceur. Hein. Oh, ah là là, tout de suite. Quoi, il est super. Ça dénonce. Super cool Le Vionnet. Si Benjamin il est là aujourd'hui, c'est pas par hasard, hein, c'est grâce à Monsieur Le Vionnet. Tu peux faire un peu de teasing si tu veux. Je serais venu de toute façon quand même. Oui, alors dans une prochaine émission, moi-même et un ami Arthur Simon, nous allons venir parler de notre projet qu'on est en train de monter avec Monsieur Le Vionnet. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est génial. C'est le projet, c'est génial, et on est en train de travailler. Oui, c'est le nom du projet. C'est le nom du projet. Ah d'accord, oui. Ah, c'est le nom du projet, oui, tout à fait. T'étais déjà convaincu. Awesome. Avec Monsieur Le Vionnet aussi, donc. Le projet c'est génial, c'est un projet de lycéens on va construire un projet encore une fois à base de scientifiques où on doit montrer une avancée et notre sujet c'est la transmission d'une information électromagnétique, c'est-à-dire extérieure au corps à travers le corps pour je sais pas, par exemple, révolutionner éventuellement la vie de tous les jours. Par exemple, l'exemple le plus commun qu'on donne tout le temps, c'est quand tu veux payer, je sais pas moi, la boulangerie, le supermarché, tout ce que tu veux, plutôt que de sortir ta carte, la mettre dans le TPE, de taper ton code, c'est super chiant et on perd plein de temps, de juste poser ta main, par exemple, sur le TPE, et le truc paye tout seul parce que ta carte est dans ta poche ou dans ton sac, et les informations voyageront à travers ton corps pour payer. Et donc c'est pas genre directement une puce à l'intérieur, c'est directement le corps en tant que qu'autoroute de... C'est exactement ça. Ton corps devient un câble jack, quoi. Et par exemple, on peut aussi parler. Mettons, je veux te passer un fichier qui est dans mon téléphone. Et dans le futur, je te serre la main et mon fichier il pop dans ton téléphone. Tu m'as convaincu avec cette phrase à une vitesse. Et voilà. Je te suis à 100%. Et donc rendez-vous après les vacances, sûrement, j'espère. Même moi je me dis tous les matins quand je prends Twisto, ça fait c'est génial. Carte, et là je pose ma main et c'est tu fais un check au beeper et puis c'est bon. Pareil à la cantine. Aussi. Cantine, tu passes, tu mets ta main tranquillou. Ce serait plus rapide en fait. Bah ouais. Faudrait contrôler ça parce que si à chaque fois on serre la main de quelqu'un et qu'on laisse un fichier. Tu lui passes des fichiers sans faire exprès. Ah bah c'est pas il est chaud historique dans ta main là. Je sais pas faire celle-là. Bref, on reparlera ça plus tard. Bon, merci d'avoir fait ce petit teasing. Bon, moi je suis content, j'ai pu diffuser mes petites interviews. Je pense qu'on va pouvoir passer aux chroniques un peu plus sérieuses, même si j'ai aucune idée de quelle chronique on va faire après. On se retrouve tout de suite après pour voir ça. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Donc après ce court jingle, on se retrouve avec Hugo Adam pour sa chronique jeux vidéo et j'ai aucune idée de quoi il va nous parler. Je pense que même en vous disant le titre, vous aurez aucune idée de ce à quoi je vais vous parler parce que si je vous dis Doki Doki Literature Club, ça me dit quelque chose moi. C'est évident. C'est évident que ça ne parle à absolument personne. Visiblement, il y en a quand même deux qui ont été là à qui ça a dit quelque chose, si tu veux. Le nom rapidement à peine. C'est normal parce que ça fait parler de lui vite fait. Mais assez quand même. C'est-à-dire que Doki Doki Literature Club, je vais vous expliquer comment moi ce que je savais moi avant de commencer le jeu. De 1, c'est un jeu mignon où tu rencontres, c'est un dating sim, donc un simulateur de drague, voilà. Pas un vrai dans le pur et la forme, mais c'est voilà quoi, avec des gentilles lycéennes machin qui parlent de littérature. Deuxième chose, il y a un jumpscare. Troisième chose, il y a un personnage qui est retrouvé pendu à un moment du jeu. Donc, dans ma tête, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Je savais que c'était mignon, mais je savais que ça allait partir en couille à un moment. Et en lançant le jeu, j'ai eu le disclaimer. Attention, ce jeu n'est pas adapté aux personnes de moins de 13 ans ou aux personnes sensibles. Et c'est vrai. Faites attention avec ce jeu, il clash.
Des balles dans la bouche. Alors, ce jeu cache clairement son jeu. C'est-à-dire que pendant les 2 premières heures, le jeu est tout à fait normal. Genre, c'est vraiment un dating sim. C'est mignon, voilà, tu t'amuses, tu parles avec des personnages, machin. Le seul truc qui peut peut-être te mettre la puce à l'oreille, c'est un des personnages qui brise le 4e mur de manière assez régulière. C'est-à-dire que, genre, pendant, il parle au personnage, parce que tu n'es pas le personnage dans le jeu. Le personnage est un... Tu le contrôles juste. Voilà, tu influes sur quelques-uns de ses choix parce que c'est uniquement du texte, hein, ce genre de jeu. Et voilà, sauf que le personnage, parfois, il parle au joueur et il brise le 4e mur. Et quand t'as en tête le disclaimer qu'on te met au début du jeu, tu sais qu'il y a une couille. Ouais. Tu sais qu'au bout d'un moment, ce personnage il est pas clair. Et puis au bout de 2 heures... C'était quoi ce bruit? Oui, c'est ma langue qui a fait de la merde dans ma bouche. Moi, ça me surprend. Pardon. Et donc, au bout de 2 heures de jeu, le fameux moment où t'as le personnage qui se pend, donc que tu vois venir à 0 moment, hein, voilà. Et à partir de ce moment-là, le jeu va partir en couille. C'est-à-dire qu'il va crash, donc normalement c'est prévu, il s'arrête, tu le relances. Oh, il recrache. Ça c'est pas mal ça. Moi ça donne trop envie là. Ça c'est cool ça. Et il se relance et le personnage qui est pendu, même quand tu recommences une partie, il n'est plus là. Et donc en fait, toutes les situations où normalement il est là, elles vont être buggées. Ce qui est pas vrai, c'est prévu. Donc mais c'est des faux bugs. Et donc toute l'horreur du jeu, parce que c'est un jeu d'horreur en fait, va se baser sur les situations qui vont complètement partir à la dérive à cause de ce fameux personnage qui est pas là. Par exemple, les dialogues vont être modifiés. Certains sprites vont complètement... C'est que du metagame. Ouais, bah voilà, exactement. Le jeu qui crache volontairement, c'est déjà pas mal. Oui, mais ça c'est que le début, parce que à un moment, à la toute fin, au bout de 5 heures environ, tu dois supprimer toi-même des personnages. C'est-à-dire qu'on te dit, oui, alors moi... Oh, vas-y, spoiler, de toute façon, ce jeu, pas besoin de... Japonais? Non, américain, étrangement, mais d'inspiration japonaise, évidemment. Spoiler, attention, parce que... Jusqu'ici, comment tu l'as décrit, moi j'ai bien envie de testouiller. Hein. Disons qu'à un moment, tu dois tripatouiller les fichiers du jeu. Ah, je m'en doutais du coup. C'est-à-dire qu'il arrive et fait « Ah là là, on est vraiment bien ici. N'est-ce pas? Ça serait dommage que quelque chose vienne interférer. Ça serait vraiment bête. Ah là là. » Et donc bon, là tu comprends que voilà, même si en vrai pendant ce moment-là, tu peux laisser le jeu tourner pendant 10 heures et le personnage continue de te dire des trucs. Trop cool. Ça me fait kiffer parce que du coup t'as des compilations sur internet de tout ce qu'elle dit et en plus elle dit des trucs intéressants. Genre comment faire un débat qui se passe bien, l'actualité, des trucs cons, mais voilà. Et du coup, je sais pas pourquoi vraiment ce jeu fait peur. Parce que c'est des petits trucs toujours tout cons, mais c'est genre, je vous dis, des sprites qui sont buggés, des dialogues qui sont modifiés, des musiques. Par contre, les musiques font vraiment flipper. Genre, t'as le thème normal. Na 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 na. Ouais, plutôt. Là, c'est chaud. Et en fait, genre à des moments, c'est exactement cette même musique, mais t'as une note qui est genre décalée d'un demi-ton. Ouais. Ça casse tout ça. Et c'est horrible. Ah mais t'as fait de la musique toi. Ah oui, parce que moi, là je vous parle de jeux vidéo à la radio, mais en vrai ma vraie passion c'est la musique. Hein. Il suffit que tu décales cette note sur un triton et ça casse tout. Ah non mais oui, mais c'est horrible parce que du coup tu l'entends la première fois lors de la scène du suicide. Donc, un triton en plus, l'accord du diable. Bah ouais justement. Pardon. Ah, je connais pas le triton. Et truc génial. Interdit au Moyen-Âge.
Ah oui. C'est pas les diminuées. En gros, non, Ah, non, oui. c'est carte augmentée. Le triton, c'est tu prends ta quinte et Ouais. tu baisses d'un demi-ton. Si tu te retrouves avec une carte diminuée, un accord super dissonant. Et au Moyen-Âge, il évoquait le diable. On l'appelait Diabolus in musica, je crois. Ouais. Et il était interdit. Tu Et pouvais du coup- être excommunié, je crois, si tu le jouais dans ta musique. Et il sonne toujours dissonant. Il sonne super dissonant. Il sera toujours dissonant hein, jusqu'à la fin des temps. Hein, Si mais, tu cherches c'est sur la YouTube et mets dissonance, un bout de truc dans le mix à la fin, et tu verras. Mais, Les gens verront que c'est infernal, c'est d'accord. Et ce qui est trop cool avec l'accord du diable, c'est que du coup, Bach, il le casait dans ses morceaux, genre tout discretos et personne ne calculait. Pardon. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire à propos de ce jeu? Oui, ce qui est bien aussi avec ce jeu, c'est que, enfin, toutes les parties seront les mêmes, bien évidemment, mais il y a quand même quelques trucs qui changent. C'est-à-dire que quand ton jeu se lance, il prend une valeur, on va dire, entre 1 et 5, aléatoirement, que toi tu connais pas, et qui va déclencher certains événements du jeu, qui seront dans ta partie et pas forcément dans d'autres. Truc tout con, par exemple, Tout le temps chelou. oui, à un moment, t'as un des personnages qui te parle normal avec sa tronche d'animé, quoi, et à un moment, tu lances le dialogue suivant et sa bouche se transforme en bouche réaliste. C'est horrible. Surtout C'est qu'elle la bouge vallée tout le temps, dérangeante, ça. c'est un gif, hein, donc ça bouge tout le temps et elle est là en mode et tu regardes, tu fais mais non. Mais t'as dit que t'aimais pas trop ce jeu en début de chronique. Enfin, non, c'est pas que j'aimais pas trop ce jeu, c'est juste que c'est pas un jeu qui me tient autant à cœur que Ghost Trick, et du coup, si je dis une connerie, par exemple, si j'oublie l'intrigue principale, bah c'est pas grave. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Et bon, je pense avoir terminé sur cette chronique. Visiblement, ça a l'air de vous intéresser. Ah ouais, écoute, mais le jeu est à côté très tentant du coup. Et tu sais ce qui est le mieux à propos de ce jeu? Non. Gratuit. Ah, non. c'est pour ça. J'avais testé alors. Sur quoi? C'est gratuit sur C'est un Steam. petit jeu PC de toute façon. Sur non Steam. Steam ou sur le site en fait. je dis de la merde. Mais Nickel. qu'est-ce qu'il dit Doki Doki Literature Club. Ouais. Et dernier truc à propos de ce jeu, et On mettra peut-être le ce que je préfère, c'est sa fanbase. Ouais. C'est-à-dire que tu te balades sur YouTube, tu tapes Doki Doki Literature Club, tu tombes sur des milliards de vidéos complètement connes. Parce que le jeu a une petite durée de vie ou pas? 5 heures. 5 heures, ouais. C'est très très court. C'est très très Se court. constituer une fanbase en 5 heures, faut le faire. Hein. C'est pas mal. Non mais c'est 5 heures en même temps de pur dialogue, dont les personnages sont quand même complexes, quoi. Ouais. Après, on en parle de la fanbase de Portal. Le premier, il se finit en 2 heures. Ouais. Pas moi. Ouais, 2 je si peux t'es bloquer 2 très chaud. Vrai 10, c'est vrai que si tu galères. C'est-à-dire faire une fanbase là-dessus. Si tu D'ailleurs, traces à travers chaque énigme, forcément, il se finit en 2 heures. D'ailleurs, Moi, je suis je le suis bloqué. seul à le trouver pas ouf, le premier Portal. Le premier est sympa, le deuxième est vraiment mieux, quoi. C'est-à-dire Ouais. comparé au deuxième, le premier, il est un peu moins bon, mais. This was a triumph. Je crois qu'à chaque fois que je suis à la radio, j'ai envie de chanter. Grados. On va faire une émission karaoké. Hein. Ouais, je pense pour moi, ça me soulagera. Du coup, Sans une moi. fois que vous auriez fini le jeu, je parle le France, allez sur YouTube, regardez deux trois vidéos de mèmes, de donk mèmes, comme on dit. Ouais. Non, mais Ça vaut le détour. Dans le milieu je de pense que l'internet. franchement, je le teste cette semaine dès que j'ai un moment. Et je Bah, dis ce que j'en pendant pense. une nuit blanche. voilà. N'oublie pas ton bac blanc, Maxime. J'ai une question. Ouais. Du coup, vu que au fur et à mesure, il y a des personnages qui disparaissent du jeu, et que t'es obligé de Il y en a modifier. qu'un. Il y en a qu'un. Enfin, mais que t'es obligé, mais t'as dit qu'à un moment on était obligé de modifier les codes du jeu, c'est ça? Oui. Et du coup, est-ce que c'est dire genre que tu peux rejouer, genre mais au tout début, enfin. Eh ben non. Ah oui. Tu commences une partie, par contre, peux pas- hormis si tu termines la toute fin et que tu fais genre un truc, genre attendre 5 minutes, fermer, relancer, et que là on te demande si tu veux recommencer une partie, tu peux pas recommencer de partie. Est-ce que ça se Ah oui, finit pareil. mal? Quoi? Est-ce que ça se finit mal? Spoiler? Non, juste, est-ce que ça se finit mal? Bah ouais, mais Oui, non. bah en fait la fin c'est comme plusieurs petites fins empilées, et donc il y en a certaines bien et D'accord. je sais pas si c'est Je pense qu'on peut pas dire si ça finit bien ou mal, ça finit. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Merci pour cette précision. Et je voulais préciser qu'il n'y a pas forcément de chute en fait. Le jeu ouais, voilà, de véritable fin, ouais, voilà. comme un jeu classique. Et du coup C'est ce qui fait toute l'originalité du jeu aussi. oui, bah le jeu est malin parce qu'il sait qu'il est un jeu, quoi. Oui. Que du metagame. Et du coup C'est facile, hein, le metagame. Dernier truc, en parlant de recommencer, comme tu me disais, il y a d'ailleurs plein d'easter eggs à retrouver en essayant de recommencer une partie à des moments où il faut pas. Ouais. Genre, je disais, quand t'as un personnage qui est supprimé du jeu, si t'essayes de remettre le fichier
Ouais. et de recommencer le jeu. Elle arrive, elle fait hey salut, comment ça va? Et puis là elle commence à crier, mais genre elle crie pas en son, mais elle crie dans le jeu. Ouais. Le jeu bug et il plante. Et si tu le relances, non en fait le faites pas, le relancez pas. Ah bon, d'accord. Pourquoi? T'as une des fins les plus creepy du jeu. Ah, bah, je vais relancer alors. On va tout en Ah, ramasser. moi j'ai eu un bug, c'est-à-dire en éteignant et en relançant mon PC, il avait remis le fichier tout seul. Ah. Vraiment bien, C'était vraiment un bug super. involontaire. Ouais, mais c'était un bug cette fois du PC, même pas de moi. Une réparation de bug en premier. Ah, c'est bien ça. C'est un bug Mon qui PC a qui réparé m'a un bug. complètement. Enfin bref. Du coup, c'est bien, Doki Doki Literature Club. Et mais moi je serais chaud pour qu'un jour on plonge le studio dans le noir et qu'on mette des bougies et qu'on fasse une émission horreur. Satanique. En vrai, Tu mets une petite caméra, puis on fait une émission avec un fichier vidéo, puis on fait un Ouija, tu sais, les émissions avec un boîte de Ouija, c'est ça, Et on fait une murder party, tu sais. on essaye d'appeler Maël. il y a des Ouija qui se finissent mal. Hein. Moi je sais que, enfin genre, j'ai pas mal, parmi les membres de la radio, il y en a plusieurs qui seraient complètement contre l'idée qu'on fasse un Ouija. On essaye d'appeler les anciens membres de la radio à travers l'internet. Un Ouija, tu sais, c'est où t'as un plateau avec de- des différentes lettres et on met tous notre doigt. Ah ouais. Et on convoque un esprit ou un démon ou quoi que ce soit et on voit si ça répond en fait. Et tout le truc de ça, c'est que genre tu le fais dans le noir. T'as tout le temps l'idée que quelqu'un en fait fait bouger Bah oui, exprès. Inconsciemment ou non. En réalité, la majorité du temps, c'est fait inconsciemment parce que ça fait plus rire personne, tu vois, Ouais. faire bouger le verre en vrai. Mais par la force magnétique, tu peux faire bouger le truc. Mais je sais que j'ai pas mal de potes qui déconnent vraiment pas avec ça, quoi. C'est moyen chaud. Non, Les ouais. esprits, Madame Mire. Mais je les comprends en vrai. On appelle Madame Mire à la Ouais, c'est entre les profs de Charles de Gaulle. Ouais. Il vaut bien Ça faire pourrait ça. être cool. Elle écoute Mais la non, radio. L'émission horreur, vous serez pas chaud? Mais moi, en vrai, j'aime pas l'horreur. Je suis pas horreur, moi. Non. Doki Doki, c'est le premier jeu d'horreur Ah. auquel j'ai joué et j'ai jamais vu de film d'horreur. Je regarde très peu de courts-métrages d'horreur parce que je me chie dessus. Oh. Ah, mais c'est une sensation géniale de se chier dessus. Ou alors, Se chier dessus, putain, trop bien. Mais non, mais la peur en étant, tu vois, en fait, tu redécouvres ce que c'est que la sécurité et que. Ah, je vais mater un film d'horreur ce soir. Vous m'avez donné trop envie là. Bac blanc, Maxime. Moi, j'adore. Toi non plus, t'aimes pas Benjamin? Ben, je suis pas vraiment horreur, non. Maintenant, j'aime beaucoup, tout ce qui est Alien, mais c'est du soft encore, ça Ouais. va, c'est vraiment tranquille. Après, sur que les jeux d'horreur, les films d'horreur en général, non, c'est pas pour moi. Moi, ce que j'adore, c'est l'étrange en fait. C'est où tu Mais, te poses la question, quoi. À la limite, même si t'aimes pas l'horreur, je peux te le conseiller ce jeu parce que c'est de l'horreur psychologique et pas vraiment. J'irai voir. Ouais. Je te dis, il y a un jumpscare dans le jeu. Non, il y en a deux, mais pour avoir le deuxième, faut regarder une vidéo, en fait. D'accord. Le jeu détecte si t'es en train d'enregistrer ta partie ou pas. Ah, ok. Ça marche. Et du coup, si tu tapes Monica jumpscare, vous avez le jumpscare si vous voulez. Ça, c'est vraiment rigolo à regarder, par Ouais. exemple. Parce que Ah, tu c'est sais pas qu'il y en a un, donc ça va pas te faire peur. Mais, Ouais. mais si t'es pas prêt, par contre. Mais faut pas avoir peur d'avoir Quand peur. t'es un youtubeur qui enregistre le truc pour le poster sur YouTube après, tu te prends la gueule, quoi. Oui. Et t'es pas prêt. Ça a été fait spécialement pour PewDiePie. Bah oui. Bah du coup, le jeu a bien marché, hein, parce Ouais. que. Ouais, bah déjà parce que le jumpscare, lol, c'est rigolo. Et puis il est Le très jeu est court. YouTubeable. Oui, voilà. Et le jeu est très court, surtout. Ouais, bah ouais. Ça aide beaucoup. En 2 vidéos, il est terminé. Et il a été sorti quand du coup? Il est sorti soit tout à la fin de 2017, soit début 2018, mais il est très récent. Ah, mais ça, je suis passé oui. tellement à côté. Ultra récent. Mais ouais, mais je te dis, moi j'en ai entendu parler, je sais même plus comment, mais c'est ah si, j'en ai entendu parler, attention, par un remix du thème. D'accord, ok. C'est-à-dire que c'est le moyen le moins efficace pour découvrir des jeux vidéo. C'est vrai. Ouais, c'est sûr. Hein, Bon, après. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette chronique. ouais, parce qu'elle était quand même pas mal longue. Ouais, bon, en fait, là, vu qu'on est que 5 et qu'on est tranquille et qu'en plus on est fatigué parce qu'on est en semaine de révision de bac blanc pour tout vous dire. Et que tout le monde révise, bien entendu. Ouais. Ah ben oui, hein. Bah, Bien du sûr. coup, on traînasse un petit peu, on se laisse aller. C'est pas grave. On mettra une petite musique de fond, je pense. Petite musique de jazz pour s'endormir tranquillement. Bref, je pense qu'on va passer à la chronique suivante. Oui. On verra bien qui ce sera. Jingle. Jingle. Donc on reprend maintenant avec la première chronique de Benjamin. C'est l'émission des premières chroniques. Là tout le monde est content, c'est les premières fois. Et Benjamin, il vient pour nous parler d'un de ces groupes. Non, j'ai pas envie de dire de conneries, ça serait abusé de dire à tes groupes fétiches. Je vais vous le dire. Alors, honnêtement, quand j'ai, il y a 2 ans à peu près, j'écoutais pas de musique. Puis,
le monsieur en face me passe une playlist avec un morceau du groupe Hellstorm, et donc je vais voir l'album. Et je kiffe l'album. C'est moi le monsieur en face. Hein. C'est oui, Maxime. Oh oui, Maxime Renaud. Et je vais voir l'album. Et je me souviens d'un autre ami, Samuel Gordo, qui est peut-être déjà venu ici, je crois, qui en écoutait quand on était au collège. Et donc j'ai cherché ses noms, Metallica, System of a Down, et j'ai flashé sur Metallica. Alors Metallica, c'est un peu le groupe que tout le monde a découvert en découvrant le métal. Qui c'est? Alors c'est premièrement le groupe qui a vendu le plus d'albums au monde, le groupe qui fait le plus de profits, c'est le plus gros groupe de métal au monde. Ouais, que ça. Ils ont commencé en 1981, quand Lars Ulrich, leur batteur, lance une annonce dans le journal pour jouer un peu avec une personne qui voudrait jouer aussi, et il rencontre James Hetfield, le futur guitariste, et donc ils sortent leur premier ils sortent pas le single maintenant, et ils font d'autres annonces pour chercher un guitariste et un bassiste. Et donc ils engagent Dave Mustaine et Cliff Burton à la basse et Dave Mustaine à la guitare. Donc, ils enregistrent leur premier single, Hit the Light, qui fait un petit succès parce que c'était un petit groupe à l'époque en 81, c'était un groupe de Los Angeles en plus. Ils continuent, ils font quelques concerts et ils font même une tournée avec leur premier EP. Et le problème, c'est que Dave Mustaine a des problèmes d'alcool et donc ils sont obligés de le renvoyer. Dave Mustaine est donc vachement remonté, très vénère, et pour se venger, il montre un autre groupe, je pense l'autre groupe le plus gros de tous les temps, le meilleur groupe de tous les temps, Megadeth. L'autre groupe, je vous en parlerai plus tard. Donc, après avoir renvoyé Dave Mustaine et engagé Kirk Hammett, l'un des guitaristes qui a inspiré, qui m'a inspiré moi déjà, et un grand nombre de guitaristes derrière. Et en 83, finalement, ils sortent leur premier album, Kill Them All, dont le morceau Hit the Light. C'est un album qui rentre dans le genre du thrash metal. Alors, c'est vraiment un genre des années 80, c'est violent, c'est rapide, c'est agressif, et c'est jouissif. C'est un mix entre le metal des années 70, accéléré, qu'on a croisé avec du punk. J'ai rien d'autre à dire. On voit. Si vous écoutez Kill Them All, je vous commanderai déjà le premier morceau Hit the Lights et l'avant-dernier, je crois, Seek and Destroy. Si tu veux, on peut mettre des extraits. Mets des extraits si ça te fait plaisir. Seek and Destroy et Hit the Lights. Okay. Les deux morceaux principaux qui contrastent un peu dans l'album. Donc ils commencent à avoir un petit succès et en 84, ils n'ont pas le temps, ils sortent Ride the Lightnings, leur deuxième album en 84. Pas à traduire les titres parce que Ride the Lightnings, chevauche les éclairs. Alors c'est la pochette d'album, vous la reconnaîtrez, c'est une pochette d'album bleue avec une chaise électrique au milieu et des éclairs qui frappent cette chaise électrique. Donc tout de suite les éclairs, on voit pourquoi. Et donc ils auront des sujets très politiques typiques du thrash metal, comme par exemple Fight Fire with Fire, battre le feu, vaincre le feu par le feu. Alors je sais pas de quoi ils parlent, mais sûrement. Sûrement. Et surtout l'un des morceaux qui m'a le plus touché, Fade to Black, qui parle clairement de la dépression d'un homme et du désir du suicide, je pense, à mon avis, c'est comme ça que je le vois. Alors honnêtement, écoutez-le, vraiment, il peut plaire à tout le monde. C'est pas vraiment du thrash metal, c'est une balade en fait.
Dans cet album, sinon, je vous conseille d'écouter For Whom the Bell Tolls, pour ceux pour qui les cloches ont sonné, qui parle de la condamnation à mort. Et je crois aussi de la guerre des civils des Espagnols, je crois, mais je suis pas sûr. Pour qui sonne le glas? Le glouet. D'accord, merci. J'en apprends, même avec Bah oui. On apprend toujours des trucs avec Maxime, Ouais, de toute façon, parler avec lui, c'est génial. Donc je vous conseille ces deux morceaux, c'est vraiment les deux plus gros morceaux de l'album. Ensuite, ils font des tournées, ils jouent, ils font leur vie. Et en 86, ils empilent avec leur autre gros album, le deuxième album, je pense, Master of Puppets. 86. Ça, c'est là où moi je commence à connaître. Voilà, c'est le succès. C'est à cet album-là qu'on pense quand on parle de Metallica. Il commence directement avec une intro à la guitare acoustique. Enfin, guitare classique plutôt. Attends, ça c'est le deuxième morceau. Pardon. Un morceau qui s'appelle Battery, batterie de rapport avec la batterie d'artillerie militaire. Ah oui, d'accord, pas la batterie. Et on commence avec une intro très calme, vachement épique. Si tu veux, tu mettras un extrait encore une fois. À la guitare classique. Mais c'est l'intro du Bon, la Brute et le Truand ou pas? Ah non, ça c'est après qu'ils ont racheté les droits. C'est après, c'est plus tard. D'accord, ok. C'est beaucoup plus tard. Et donc une intro avant de partir sur un morceau à fond la caisse qui déracine tout. Ensuite le deuxième morceau, donc Master of Puppets, leur plus gros succès et aussi le morceau préféré de leur bassiste, donc j'en parlerai plus tard dans ce morceau. C'est le morceau qui aujourd'hui le joue à chaque concert, ils ont pas le choix, franchement c'est leur plus gros succès et c'est aussi l'un des morceaux les plus durs à jouer que je connaisse. Et quand on l'entend, on se dit effectivement que ça doit être chou sa race. Hein. Parce que voilà. C'est vraiment ça va à fond la caisse pour les musiciens, le tempo est à 240 à la noire, il y a pas le temps. Et si tu par exemple à la guitare quand tu fais donne un coup de médiator, tu le fais en allée. Ouais. Et James Hetfield, il fait tous ses coups en allée, c'est-à-dire il fait des croches à 240 en donnant que des coups vers le bas. Tu verras. C'est vachement drôle. Ça va à fond la caisse pour les musiciens, le tempo est à 240 à la noire, il y a pas le temps. Et si tu par exemple à la guitare quand tu fais donne un coup de médiator, tu le fais en allée. Ouais. Et James Hetfield, il fait tous ses coups en allée, c'est-à-dire il fait des croches à 240 en donnant que des coups vers le bas. Tu verras. C'est vachement drôle. Mais même quand tu l'écoutes, moi ça me fait délirer. Mais du coup, c'est quoi le nom? Master of Puppets. C'est pas le nom de l'album, ça? Si, c'est le nom du morceau aussi. Ah d'accord, c'est ça. Je vous conseille aussi d'écouter le dernier morceau, l'avant-dernier morceau, Orion, qui est une espèce de morceau complètement instrumental de 8 minutes, très à la fois rythmique et reposant sur le milieu. Bref. Et là, c'est en 86 ou 87, ils font leur tournée de leur album Master of Puppets. Et sur une route de Suède verglacée, le bus de tournée se renverse et tout le monde s'en sort indemne, sauf Cliff Burton, leur bassiste. Là, la communauté du métal en deuil évidemment, mais ils ont pas le temps et ils engagent un nouveau. Business is business. Hein. Jason Newsted, je crois, si je me trompe pas. Il est super vénère, vraiment, et ils font du coup un album hommage à leur bassiste. 3 petits points and Justice for All.
très important, les 3 petits points. En 88, album qui aura son succès quand même parce qu'on les attendait tous quoi. Il s'ouvre sur un morceau qui s'appelle Black Ned, une intro super épique, enregistrée avec une petite particularité que toutes les notes sont inversées, c'est-à-dire que au lieu en fait ils ont joué la bande et ensuite ils ont inversé la bande pour avoir des notes qui commencent doucement et grimpent en intensité et changer complètement la mélodie en fait. Et ça rentre bien, écoutez-le, Black Ned, mais je sais pas moi, un extrait comme ça. C'est très bonne sera idée. très beaucoup des extraits, je pense. Ouais. Avant de partir encore une fois sur un riff qui va à fond la caisse, écoutez-le. C'est un tout petit peu moins, c'est pas forcément accessible si on connaît pas le métal et qu'on écoute pas ça tous les jours. Mais allez-y par curiosité, vous allez voir, je suis sûr qu'il y en a que vous allez aimer. Dans le même album, je vous conseille, là pour le coup, je vous conseille vraiment, c'est la ballade One. Qui est inspiré du film Johnny Got His Gun, je crois, qui est un film sur la guerre, sur un blessé de guerre qui ne peut plus vivre, et donc il raconte justement le désespoir du blessé de guerre qui sent qu'il va mourir mais qui ne peut pas mourir, qui est maintenu en vie à un pouce de la mort. Et donc le morceau commence pendant 4 minutes sur des morceaux, des parties de guitare très très lentes et avec un son très très clair avant à 4 minutes. Je vous laisserai découvrir ce qui se passe. Gros succès, même chose toujours. Et la base. En 91, ils sortent leur album, c'est vraiment leur plus gros album, leur album éponyme, l'album qui s'appelle Metallica. Justement, l'album s'appelle Metallica, connu dans la communauté sous le nom du Black Album, l'album noir, parce qu'il est en effet tout noir, avec seulement un serpent gris dessiné et le nom du groupe au milieu. Dans cet album, c'est simple, écoutez tout, parce que tout est accessible. C'est leur album, c'est l'album de métal qui se sera le plus vendu au monde, encore aujourd'hui. Écoutez-le, tout s'écoute. Du premier morceau Enter Sandman jusqu'à, je pense que le morceau que tout le monde connaît, Nothing Else Matter. C'est sur cet album-là qu'il est sorti. Alors évidemment, si vous connaissez pas, foncez l'écouter. C'est absolument pas du métal, c'est que de l'acoustique avec un solo qui déchire à la fin. Et sinon, le morceau que je vous conseillerais derrière, c'est, ils sont tous très bien, mais c'est vraiment les deux qui ressortent. The Unforgiven. Écoutez Unforgiven. Ça je connais. Il est vachement bien aussi. C'est une balade, mais une power ballade vraiment assez puissante et power ballade qui peut gratter un peu quand on connaît pas. La même année, Metallica va participer au festival Monsters of Rock. Alors là, je vous explique Monsters of Rock. C'est un festival britannique qui se tenait tous les ans. Je sais plus s'il existe encore aujourd'hui, dans un pays différent. Il est en Italie et par exemple en Italie ou même en Grande-Bretagne. Et en 91, il se tient à Moscou. Alors sauf qu'en 91 en Russie, c'est un peu tendu. C'est la fin de la guerre froide et ils viennent de se faire rouler dessus. Et donc faire un concert en Russie, c'est un peu compliqué. Sauf que non, tout se passe très très bien. Mis à part la répression militaire sur tous les fans qui était un peu violente. Il y a un DVD qui est sorti et on peut voir que les militaires ils étaient excités. Donc ça s'est pas bien passé du tout. Si les militaires ils sont arrivés, ils ont défoncé. En fait ils gardaient, mais ils faisaient la sécurité quoi. Dans un concert, ils jouaient le rôle de la sécurité. Sauf que je vous explique, il y avait 1,6 million spectateurs. Ouais. 1,6 million, ça fait beaucoup. C'est énorme. Je veux dire, bon, ok, tu vas me dire, le concert le plus grand aujourd'hui, c'est Jean-Michel Jarre à Paris, 3,5 millions. Bon, tu vas grande me dire, fierté, hein. Grande fierté, évidemment. Merci la France. et j'espère que tout va bien pour lui. Ah oui. Et donc, ils joueront devant un champ de personnes. Honnêtement, je vois même pas comment les gens du fond. C'est la fameuse photo sur Internet. Où on le voit avec la fosse immense. Je pense comme que ça, on parle de la même rocaille. C'est ça. Et donc vraiment leur gros succès. Ils joueront pendant ce festival avec évidemment des autres groupes énormes, genre par exemple AC/DC, j'en parlerai pas, et Pantera. Alors Pantera, si vous connaissez pas le métal, ça vous parle pas normalement. C'est pour d'autres personnes, quand votre groupe préféré c'est pas Metallica, c'est pas Megadeth, c'est pas Slayer, je vous en parlerai plus tard aussi de cela, c'est Pantera. C'est un groupe des années 80 ou fin 70 je crois, et c'est ce qu'on appelle du groove metal. Bon, j'en parlerai sûrement une prochaine fois, il y a pas le temps. Like. Ouais, d'ailleurs si on arrive vers la fin, si on veut avoir une chronique. Ça va être rapide. Après il se passe plus rien.
Nickel. Metallica, ils font partie du thrash metal et ils font partie du groupe du rassemblement de groupes qu'on appelle les Big Four of thrash metal, c'est-à-dire Megadeth, Slayer, Anthrax et Metallica. Ce sont 4 gros groupes de thrash, même si honnêtement il y en a des bien meilleurs, mais allez écouter Megadeth, allez écouter Anthrax, il est moins écouté, et Slayer, évitez si vous connaissez pas, c'est compliqué. Par la suite, Metallica, déjà sur l'album, leur album éponyme, ils commençaient déjà à perdre un peu en vitesse et en violence. Et donc les fans, ils aiment moins ça, évidemment, parce que les fans, ils écoutent du thrash. Quand on écoute les premiers albums et les 3 premiers albums et les 3 derniers dont je vous parlais rapidement, bah il y a vraiment un contraste. Ce qui fait que quand en 96 et 97, ils sortent leurs albums Load et Reload, bah plus personne n'écoute. En fait, ça, les fans sont vraiment super vénères parce que allez les écouter, ils sont bons. Mais quand on sait ce qu'ils ont fait avant, bah c'est tout très décevant. C'est du hard rock, heavy metal, un peu assez lourd. C'est sympathique. En fait, faut les écouter avant tous les autres, quoi. C'est ça. Tu commences par cela et après les autres, tu les apprécies vraiment ou alors tu craches dessus. Et en 2003, alors ils sortent le truc où ils vont vraiment se casser le nez dans tous les sens. Leur album Saint Anger. J'en parlerai pas, c'est vraiment il pensait qu'ils allaient faire un carton et il a rien fait et il est mauvais. Objectivement et subjectivement, les gens le trouvent mauvais en général. Ils font une grosse pause. Triste. En 2008, ils sortent Death Magnetic, un album qui s'est vendu parce qu'il revenait sur des bases un peu plus rapides et violentes et donc les gens ont aimé. Et dernièrement en 2016, ils ont sorti Hardwired to Self-Destruct. Alors si vous aimez le métal, bon vous le connaissez, vous l'avez déjà écouté. Sinon allez l'écouter, c'est vraiment un son plus moderne, un peu dans les veines de ce qu'ils ont fait avant. Et écoutez, j'ai fait toute leur discographie. Parce qu'en fait, à partir de 2008, ils ont découvert la cocaïne. Non, justement avant. D'accord. Justement, sur les fin 90, justement, ils étaient un peu bizarres. Du coup, conclusion, allez écouter tout ce qu'a fait Metallica. Allez écouter Metallica, sauf dans les années 2000. Non, musicalement, les années 2000, c'est là où ça a déconné. Hein. 80 et 90 aussi. Hein. Quoi 80 et 90, t'en non, penses ils faisaient des trucs de ouf en 80. Ils faisaient des trucs de ouf. Après, comme je dis, ils sont nés en 81 et tous les autres, ils sont nés en 80 aussi. Hein. Ouais. Beaucoup dans le métal, les années 80, c'est fou. Mais c'est genre dans les années 2000, même quand tu regardes le rap français dans les années 2000, c'est là. C'est Diams. C'est pas fou. Quoi C'est Diams. C'est Diams. C'est tragédie. Malgré l'affection que je peux avoir pour Gims, c'est. Sérieux là Quoi T'es sérieux là? Non mais Gims, moi j'écoute pas du tout, mais en soi c'est quand même un mec qui a fait à lui seul le paysage français du rap pendant 10 ans quoi. Moi j'ai une grosse théorie sur Gims, mais bon, est-ce qu'on a le temps de développer ça tout de suite? Je ne sais pas. Je suis désolé si j'ai pris trop de temps. Non, on n'a pas le temps. Moi je. Non mais t'as pas pris trop de temps, t'as pris ton temps, mais enfin t'as pris le temps quoi. Vas-y, va sur ta théorie sur Gims, vite fait. Ah oui, je dis, en fait, quand on regarde ce que sort Gims et qui passe à la radio, t'as surtout 2 chansons. Des chansons purement, j'aime pas dire commerciales parce qu'on peut pas, tout le monde arrive et dit oui cette chanson est commerciale, mais au final ça n'a plus aucun sens. Mais des chansons qui sont clairement là pour prendre sur du ressenti pur, et des chansons qui sont plus personnelles, plus où il se fait chier à écrire. Et je pense qu'en fait qu'il a juste trouvé le parfait équilibre entre faire des trucs qui marchent pour continuer d'exister et continuer à vraiment gagner de la thune, et pouvoir écrire ce qu'il aime et faire ce qu'il aime en tant qu'artiste. Sans doute. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'il a réussi à trouver l'équilibre et à complètement niquer le game français. Donc, moi genre, enfin, Maître Gims, je lui vais vraiment aucun mal quoi. Genre, Et puis j'ai adoré le feat avec Orelsan aussi. Donc, ouais, ça par contre c'était vraiment cool quoi. Christophe Maé. Maître Gims. Pokerface, je pense que c'est trop cool. Je sais plus ce que ça fait d'être 3 fois platine, ça c'est tellement stylé en vrai. Bref. Mais bon, on passe à l'histoire. On est passé de Metallica à Maître Gims, il y a un truc à déconner en chemin. Ah mais franchement, je vais partir, je vais prendre mon manteau. Je suis désolé, je rentre. Trop de bonne musique, à un moment on finit par déconner. Oui. Et la prochaine fois, si je reviens, je vais vous parler de Megadeth. Alors j'ai moins écouté. Soit je vous parle de System of a Down, soit je vous parle. Oh, System of a Down, vous me saoulez avec System of a Down. Non, soit avec System of a Down. Ok, bah je vais parler d'Asking Alexandria, vous allez voir. Ça marche. Non, je vais pas vous parler de ça. Non, mais System of a Down, vous le mettez à toutes les soirées. Moi, ça me saoule. Je m'ambiance pas sur System of a Down. Alors que Metallica, ça va, hein, mais. Bon, ouais, pardon. Histoire. Voilà, histoire. On passe à la chronique histoire. Jingle. Alors moi, je rebondis sur. Chacun, Enfin, ta gueule. Alors moi, je rebondis sur les jeux vidéo et je vais promouvoir un certain style de jeux vidéo. Donc, enfin,
comment dire, pas une plateforme, mais c'est plus Un développeur. un développeur, voilà, tout à fait, de Ubia jeux vidéo, non, de jeux de stratégie, mais qui utilise l'histoire, donc l'histoire réelle de notre monde, Oui. donc pour à des fins de jeux vidéo. Donc il s'agit de Total War Rome 2. Donc Oui. oui. certaines personnes connaissent, j'imagine. Bah, tu as has-been, mon petit. Et du prochain qui va sortir, c'est-à-dire Total War Britannia. Ouais. Ah, j'en ai pas entendu parler. Bah, moi, je suis chaud. Donc Total War Rome 2, donc il s'agit de, comme vous Le le jeu le devinez, plus lourd sur Steam de tous les temps déjà. mais aussi d'un jeu de stratégie, donc au moment de l'Empire romain et grec si on veut, des Spartes aussi. Il y a aussi la région des Spartes. Donc c'est un jeu qui vous permet de justement redécouvrir l'histoire romaine et grecque avec toutes les provinces, donc les provinces Italia, tout ça, la Gaule, etc. Donc c'est un très bon jeu de stratégie qui vous permet de partir de n'importe quelle province. Vous avez le choix de n'importe quelle province et de conquérir tout le monde, donc toute l'Europe. En fait. Le monde de bout en bout. Toute l'Europe et le nord de l'Afrique avec l'Iran, Carthage, puissante cité. Tu ferais pas le con avec ton micro, genre il se débranche ou alors t'appuies sur le on-off? Ça peut enregistrer. Bah non. Si, mais à des moments ça fait des petits coupages. Ouais. Des mini coupages. Ouais, enfin bref. Bref. Donc voilà, donc je conseille Total War Rome 2 pour les fadas de jeux de stratégie. En plus, c'est un jeu de stratégie de grandeur nature et qui permet vraiment de redécouvrir le fonctionnement de l'armée de Rome, de l'Empire de Rome avec les partis politiques, etc. Donc ensuite, il y a Total War Britannia, donc qui est dans le même principe, sauf que là, il s'agit des Vikings. Et ça, c'est badass. Ça, c'est chaud. Ah ouais. Et là, nous allons passer à une autre chronique, dont le sujet est bien entendu de l'histoire. Mais... Ah, attends, il y a une transition beaucoup mieux à faire quand même. Et C'est bah, que vas-y, fais-le. le meilleur des Total War, ça reste Total War Shogun 2, qui se passe au Japon à la jonction avec l'ère Meiji. Et de quoi tu vas nous parler? Du Japon. Alors, pas directement, mais d'un commandant, non d'un général. Oui, il était général. Ord Charles Wingate, né en 1903, et qui était considéré comme le moins conventionnel des généraux britanniques. Pour preuve, il se baladait toujours avec sa Bible en hébreu et l'Iliade et l'Odyssée d'Homère pour s'inspirer dans ses stratégies. Ça, c'est cool. C'est très cool. Voilà, donc Une personnalité badass. Donc au Moyen-Orient, son supérieur, s'appelle Wawel, je sais pas si je prononce bien, lui confie l'organisation de la. Comment ça se prononce? W-A-V-2-E-2-L. Wow. Merci. Il y a pas de souci. Le confie l'organisation des milices juifs en 1936, qui deviendra à peu près la future armée israélienne. Mais c'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'en fait, il est devenu surtout célèbre dans des opérations en Birmanie. Où il a créé une unité spéciale. Donc après la retraite en 1942, il crée des brigades spéciales pour aller derrière les lignes japonaises et donc se met un peu la zizanie, le désordre. C'est en quelle année? Alors c'est après la retraite de 1942 et la première opération est en 1943. Voilà. Donc les opérations. C'est quasiment au même moment que les SAS. Que les SAS? Ouais, de Londres. Enfin, de la Grande-Bretagne. Je connais pas les SAS. Les services air, non, attends, Special Air Service. C'est justement, c'est pour rebondir dessus, c'est des commandos, en fait, dont l'objectif était d'aller derrière les lignes ennemies, donc forcément allemandes, parce que c'était durant la Seconde Guerre mondiale, et de récupérer des informations discrètement et de les retransmettre aux alliés. Ok, je connais pas du tout. On redonne la parole à toi. Appelé SAS. Oui, eh bien, je crois que c'est un peu lié parce que j'ai vu sur un site que justement ce fameux Wingate, avant d'aller en Birmanie, a aidé à réaliser justement les SAS.
Oui, je pense que par ailleurs, les SS a formé le groupe commando, c'est fort probable. Voilà. Donc, revenons à nos brigades. Donc, ces fameuses brigades qui opéraient sans ligne radio et seraient ravitaillées uniquement par voie aérienne, se nommaient donc les Shindits, qui référence à des animaux mythiques qu'il y avait sur les temples birmans, qui étaient entre un aigle et un lion, grosso merdo. Et c'était une brigade composée donc à la fois d'anglais, mais aussi de Gurkhas, de Birmans et de bien d'autres. Joyeuseté. Voilà. Donc en fait, c'était surtout des brigades de jungle conçues pour traverser le territoire très hostile. Donc notamment après plusieurs entraînements à base de raids, il les lance derrière les troupes japonaises. Alors on peut pas trop généraliser leur tactique ou leur idéologie parce que c'est comme ils opéraient par petites brigades, donc à chaque problème, chaque solution. Ils avaient tous un objectif et ils devaient le réaliser quoi qu'il arrive. Mais néanmoins, il y a eu 2 grandes opérations. Donc la première en février 1943 qui se nomme Longclaw. Bref, composée merci. Oui. Composée de 3000 hommes qui ont traversé 1600 km de jungle et donc qui ont été assez efficaces puisqu'ils ont réussi à passer derrière les lignes japonaises, à semer le bazar et un peu saper le moral de l'ennemi. Et après cette opération, il y a l'opération First Day en mars 1944. Donc à plus grande échelle, où cette fois-ci 20 000 hommes qui sont impliqués. Donc il obtient l'approbation de ce plan par Winston Churchill en dépit des contestations. Et il a notamment le soutien de l'Air Commando de Philip Cochrane de l'USAAF. C'est dit qu'il parle à quelqu'un. Donc les troupes... Déjà, faire une histoire parmi les auditeurs de The Call. Il a le soutien, il est... Donc, dans l'opération, il a donc l'aide de l'Air Commando de Philip Cochrane. Je suis désolé pour la prononciation. C'est pas du tout mon fort. L'Air Commando, c'est un commando des Grandes-Bretagne. Oui, mais c'est les commandos parachutistes de la Grande-Bretagne. Oui, mais ils sont liés à ces opérations. Du commandant Philippe? Non. Oui, Philippe. Philippe, non, c'est plus Philippe, je pense. Bon. Ouah. Donc pour l'opération First Day, donc les troupes sont à reporter donc derrière la ligne japonaise à l'aide de bimoteurs C-46 et C-47 pour les connaisseurs. Donc le plan original à la base c'était de capturer un terrain d'aviation près de Indao qui devait servir de base pour les futurs raids, mais cette dernière phase n'a pas été appliquée. Donc ce qui s'est passé c'est que les Shindits ont surtout ont fait des missions de support pour le général Stilwell. Steve. Ce n'est pas grave. C'est pas grave, merci. Donc pour intercepter les lignes de ravitaillement japonaises dans la région toujours d'Indo. Ensuite, un brigadier Bernard Ferguson avec la 16e brigade donc réussit à traverser un terrain très hostile qui était pour cela non surveillé par les Japonais et du coup arrive à passer derrière les lignes. Ensuite, comme autre événement, il y a la 70e brigade du brigadier Michael Calvert. J'ai arrêté de prononcer à l'anglaise, c'est horrible. Prononce en bon français. qui a défendu avec succès la zone d'atterrissage surnommée Broadway. Et notamment bloque les voies ferroviaires au nord de la région d'Indo. Et cependant, peu après le lancement de l'opération jeudi, First Day, notre bon vieux général Wingate meurt. C'est un peu con. Mais il meurt comment aussi? Et il meurt, je sais plus, il faudrait que je fasse des recherches, mais je crois qu'il meurt dans un accident d'avion. Oui, il meurt pas au combat. Non, il meurt pas au combat. Donc, du coup, le commandement des Shinides revient plus tard à Stilwell, qu'ils envoient pour des nouvelles missions, mais qui sont cette fois-ci pas très équipés pour. Ensuite, la
toujours la 70e brigade de Calverne a réussi à capturer Mogang après un siège qui se termine le 27 juin. Ensuite, la 1111e brigade participe à l'opération Blackpool, qui bloquait les routes près de Hopin, mais qui est malheureusement un échec. Donc ça, c'est quelques opérations, enfin quelques missions qu'ils ont faites, mais le principal but de ces commandos Shindit, c'était de semer les désordres dans les lignes japonaises grâce à la guerre de guérilla, face à une armée japonaise basée sur un modèle un peu traditionnel, qui sont pas habitués à opérer en milieu hostile. Donc la fin de cette opération, c'est quand même soldé pour environ 1400 blessés et 1500 blessés morts et 2500 blessés pour les Shindits. Après, j'ai lu donc que leur tactique aurait été inspirée pour la bataille de Dien Bien Phu. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça notamment, donc ce commando Shinit a notamment inspiré les bérets verts chez nos bons vieux amis les Américains, mais aussi les bérets verts, c'est aussi les commandos marines. Quoi ? C'est aussi les commandos marines de notre marine nationale. Les bérets verts ? Oui. Merci. Aussi inspiré les CFEO, donc groupe corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, les GSCMA, groupement de commandos mixtes aéroportés, et notamment les Raiders Scouts, mais ça c'est en dehors du domaine militaire. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur les commandos marines. Je voudrais rappeler que la formation des commandos marines, mais aussi le prestage, c'est-à-dire la sélection des commandos marines, pour arriver au stage de commandos marines, est le plus dur au monde. Ah ouais ? Ah oui. Ouais, le plus dur au monde. C'est pas les parachutistes ? Non, commandos marines, ils font tout. Ils font mer, parachutiste, terre. En fait, c'est des commandos marines hyper spécialisés, surentraînés, qui peuvent intervenir par toutes les voies. Absolument toutes les voies. Donc c'est normal que ça soit hyper spécialisés, mais qui font toutes les voies. Oui, ils sont hyper spécialisés. Ils sont spécialisés dans les 3 domaines. Parachutistes, ils sont experts dans les 3 domaines. Oui. Se spécialiser, ça veut dire que tu es bon dans un domaine précis. Ils sont spécialisés dans l'intervention. Pardon, moi je suis le macrolou, hein. Si vous me cherchez. Ils sont spécialisés dans un mot qui est précis pour chaque idée. La langue française se perd, hein. Je suis désolé. Et jeune de nos jours. Excuse-moi, donc expert si tu veux. C'est vrai que le mot est plus correct. Donc c'est normal que ce soit difficile d'accès. Oui, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, ils sont plus que les commandos parachutistes, qui sont 600, alors que les commandos marines sont 800. Mais justement, c'est parce qu'il y a la nécessité, vu que je rappelle que notre terre est composée de deux tiers, je crois, 2 bons tiers d'eau. 70%. 70%, un bon 70% d'eau. Et donc, justement, la voie marine est une voie d'accès principale. Même si tu débarques rarement en plein milieu du Pacifique. Non, oui, c'est vrai. Des fois je me perds. Mais... mon Uber qui me ramène pas trop au bon endroit. Et d'ailleurs, le SEAL Tahiti, mais je voulais aller à Malherbe. Et d'ailleurs, pour en dire, vu que j'imagine que tu as fini ta chronique. Oui. Et moi je vous propose pour la prochaine fois de vous faire une chronique spéciale commando français. Enfin, ou français, si vous voulez. Oh, la radio se militarise, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, et Grande-Bretagne, je vais retracer les origines des unités spéciales, et plus principalement des interventions spéciales, dont l'origine est les SAS, donc les fameux agents secrets, si on peut dire, militarisés de la Grande-Bretagne, puis pour justement qui sont des commandos qui ont inspiré absolument tous les commandos du monde. Bah tu vois, toi tu teases, ben moi je vais teaser par-dessus. Parce que cette chronique elle me plaît, mais moi j'aimerais bien éventuellement qu'il y ait débat. Et donc je pense que je vais inviter quelques potes profondément antimilitaristes pour ta chronique. Et ça fera une discussion assez intéressante. Mais écoute, ma foi, je pense aussi que ça fera une discussion très importante, car le sujet du militaire, enfin de l'armée, disons plus précisément, est un sujet qui est d'actualité, avec les conflits qui naissent de plus en plus.
Oui, car je rappelle que malgré le fait qu'il y a une démocratisation du monde, les conflits émergent de plus en plus actuellement. Bien évidemment, c'est lié à l'argent et aux ressources. Donc en effet, ce serait très intéressant de parler justement de ce domaine, de ce domaine qui est l'armée, l'armement. Il va y avoir quelques anarchistes à la radio la semaine prochaine. Ah. Mais Voilà. l'anarchisme ne signifie pas un manque d'armée. Non mais je sais, mais parce que beaucoup d'anarchistes sont anti-militaires. C'est juste ça. Il va y avoir des étincelles. Sur ce, je pense qu'on peut terminer. Sur ces belles présomptions. Ouais. Je pense qu'on va Allez. vous faire un gros bisou. C'était l'émission tranquille. On se laisse là. Voilà, en effet, on se laisse là. Gros bisous sur les fesses, sur les deux fesses. Bon, allez, Mar- bisous à tous. Normalement, on reprend un rythme normal à partir de maintenant. On après. arrête avec une émission toutes les 3 semaines. Oui, hein. C'est pas normal ça. Franchement. Mais je n'importe tiens quoi, quand même c'était mieux à avant. finir Ouais. sur servir sa nation est quand même le plus beau des honneurs. Belle phrase de Pourquoi fin. pas, on peut finir là-dessus. Hein. Moi je suis pas fondamentalement contre. Hein. Allez, Allez, gros bisous. à plus. Ciao.